Bonjour, donc nous sommes le jeudi 17 octobre. Cette vidéo sera diffusée dans quelques jours. Aujourd'hui, je vais essayer de donner quelques conseils pour que dans le cas où la guerre nucléaire éclaterait en Europe, qu'il y ait un maximum de gens qui puissent s'en sortir, en sachant que, bien sûr, compte tenu de la situation d'ignorance dans laquelle tous nos concitoyens sont placés, il y aura malheureusement beaucoup de victimes. Donc je vais essayer aujourd'hui de prodiguer quelques conseils et en espérant que, bien sûr, cette situation ne se présente pas, mais si elle devait arriver, comme je le crains, au mois de février 2025, eh bien, ou peut-être même d'ailleurs un peu avant, eh bien, on pourrait, par les conseils que je vais donner, sauver un certain nombre de personnes. Donc je vais aller au tableau et on va partir de la situation qui est la plus probable, c'est-à-dire une situation où ce seront les installations militaires qui seront visées. Il n'y a pas de raison de tirer sur la population civile en Europe. Dans un premier temps, ça pourrait se faire que si vraiment on atteignait un niveau de difficulté. Donc, on va partir, néanmoins, on prendra les deux hypothèses en compte. Donc voilà, je vais expliquer ce qu'il faut faire pour sauver sa famille. Et donc, il faut pour cela se préparer mentalement et même sur le plan de l'organisation plusieurs semaines avant la première explosion. Donc ça, c'est un point important, notamment si vous devez prendre chaque jour un médicament, faites dès maintenant un stock pour une année. Parce qu'il est bien évident que si cette guerre éclate, tout sera désorganisé et il est très peu probable que nous puissions trouver les médicaments dont nous avons besoin dans les boutiques un mois après ou même 6 mois plus tard. Donc ça, c'est la première des choses à faire. Je donnerai éventuellement un conseil pour ceux qui ont quelques économies ou de l'argent sur le compte en banque. Moi, je leur donnerai un conseil de ne pas laisser cet argent sur la banque, mais d'acheter des petits lingots, des petits lingotins, ça s'appelle, en or, de 10 grammes, 5 grammes, 10 grammes, 50 grammes, parce que ça, ce sera la sécurité pour après. Vous voyez, si on a besoin d'acheter des choses plus tard, eh bien l'or, ce sera toujours quelque chose qui sera monnayable, alors que peut-être que nos billets en euros ne vaudront plus rien. Donc ça, c'est un deuxième conseil que je n'ai pas écrit, mais que je donne comme ça. Alors, la première des choses, c'est donc faire son stock de médicaments, au même titre qu'il faut s'occuper un peu de la nourriture. Mais il faut s'occuper de sa situation géographique, c'est très important. À combien de kilomètres de votre domicile est installé le premier site militaire? Et quand j'entends site militaire, je veux parler notamment des antennes VLF, c'est-à-dire des antennes à very low frequency, c'est-à-dire très basse fréquence. C'est des antennes qui sont en communication avec nos sous-marins. Ces antennes représentent des cibles prioritaires, tout du moins le bunker, qui envoie les informations aux sous-marins, représente une cible prioritaire pour une armée ennemie. Et donc forcément, en détruisant un bunker, on va avoir des retombées. Alors, si vous ne possédez pas de cave, à quelle distance se trouve le premier parking souterrain dans votre quartier ou non, si vous habitez dans une maison à la campagne, il faut absolument trouver une
carrière, quelque chose où vous pourriez vous rendre, parce que n'oubliez pas que dans 95% des cas, vous aurez plus d'une heure devant vous pour vous rendre dans un abri. Les nuages ne vont pas arriver immédiatement. Donc, vous aurez 1 heure, 2 heures. Donc, il faut repérer autour de chez vous où vous allez pouvoir vous réfugier. Et vous réfugier avec quoi? Il faut un minimum de paquets de gâteaux secs pour pouvoir tenir 3 ou 4 jours avec sa famille. Et surtout, plusieurs packs d'eau. Il faut compter un minimum d'une bouteille d'eau par jour par personne. Donc, voilà. Alors, une fois que vous avez déjà fait le point sur votre environnement, il faut être capable de faire la distinction soi-même entre une explosion à basse altitude, dont les conséquences, j'ai déjà expliqué, sont très différentes d'une explosion au sol. Alors on va prendre le cas qui est très peu probable, une explosion à basse altitude, c'est-à-dire 800 mètres, 1200 mètres. Vous disposez de très peu de temps pour vous protéger du souffle et de la chaleur et du rayonnement gamma si vous êtes relativement près, si vous êtes dans la zone. Comment vous allez savoir si c'est une explosion à basse altitude ou au sol? Eh bien, l'explosion en altitude va dégager une lumière aveuglante pendant une bonne seconde. Et donc là, même si vous êtes dans une pièce, vous allez voir cette lumière arriver par les fenêtres. Donc ça, c'est très important. À partir de ce moment-là, je l'ai expliqué, vous pouvez calculer à quelle distance la bombe a explosé. Donc ça, c'est le premier cas, on reviendra tout à l'heure dessus. Le plus probable, c'est une explosion dans le sol ou au sol. Donc là, vous disposez de beaucoup de temps pour vous rendre dans un parking souterrain ou dans votre cave qui a été aménagée. Il n'y a pas de brûlure, sauf évidemment tout près de l'explosion, mais quand on est à 5 ou 10 km, il n'y a pas de risque de brûlure. Il y a très peu de destruction parce que l'énergie du souffle est absorbée par l'explosion qui est dans le sol. Par contre, le rayonnement mortel, le rayonnement gamma, dans les premiers jours, va être dans toutes les retombées radioactives. On pense retombées radioactives, on pense toujours poussière. Non, c'est pas forcément des poussières, ça peut être carrément des cailloux, des petits morceaux de ferraille, des morceaux de béton qui peuvent, comme la grêle, vous savez, être transportés sur 50 ou 60 km plus loin. Et ces éléments-là sont très chargés et vont rayonner. Alors, on doit être capable immédiatement de faire la différence entre une explosion en altitude ou une explosion au sol. Quand c'est une explosion au sol, il n'y a pas de lumière aveuglante et donc, par contre, on va entendre le bruit arriver et là, ça va vous donner, si vous avez pu voir le champignon, parce que là, il monte assez vite et ensuite, vous allez compter les secondes, vous allez savoir si vous êtes à 15 km ou à 30 km. Alors ça, je viens de l'expliquer, comment reconnaître une explosion à basse altitude et une explosion au sol. Donc, il y a explosion au sol, on voit dans le ciel monter une colonne, et cette colonne va se transformer en champignon. Donc, la colonne, quand elle monte vers le ciel, vous allez compter les secondes avant l'arrivée du bruit. Si vous entendez le bruit, après que vous avez vu la colonne commencer à monter, après 30 secondes, ça veut dire que vous êtes à 10 km du point de l'explosion. Vous pouvez également le savoir dans la mesure où vous avez situé la base militaire, si elle est à 20 km de chez vous, à 10 km ou à 50 km. 60 secondes, ça veut dire que l'explosion a eu lieu à 20 km et 2 minutes 40 km. C'est important pour 2 raisons. Parce que d'abord, ça va vous donner
le temps que vous allez disposer pour vous mettre à l'abri. Et ensuite, plus vous êtes loin de l'explosion, plus le niveau de radiation moins le niveau de radiation sera élevé. Donc ça, c'est important. L'explosion à basse altitude, comme je l'ai expliqué, ne peut conserver que les grandes agglomérations. C'est très peu probable, mais prenons-le en compte. Ça peut concerner des villes comme Lille, Strasbourg, Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes. Les petites villes, aucun intérêt. Alors, 2 cas de figure. Vous habitez en pavillon, placez-vous immédiatement dans un angle de la maison, au rez-de-chaussée. Ne restez pas dans l'étage et mettez-vous dans un angle de la maison, car c'est certainement, si la maison devait s'écrouler, ce serait là où vous seriez le plus en sécurité. Si vous êtes en appartement, ne prenez pas l'ascenseur. Quand vous avez vu la lumière aveuglante terminée, il faut prendre l'escalier. Il ne faut surtout pas aller dans un ascenseur parce que la lumière peut être coupée, le courant peut être coupé à chaque instant. Et donc, s'il s'est écoulé plus de 40 secondes entre l'apparition de la lumière et l'arrivée du bruit, vous êtes en dehors de la zone de rayonnement gamma. Parce que le rayonnement gamma, suite à l'explosion, il va charger tous les matériaux qui vont se trouver dans un certain rayon, dans un certain diamètre. Et donc, si vous avez entendu le bruit plus de 40 secondes plus loin, en fonction de la puissance, mais on peut se baser sur des puissances de 1 ou 3 mégatonnes, eh bien, vous aurez en dehors du rayonnement gamma, et donc c'est important. Par contre, vous risquez d'être concerné par la brûlure. Donc, j'ai expliqué déjà, mais je vais le réexpliquer. Si vous êtes en voiture, que vous voyez cette lumière aveuglante, et que vous êtes relativement loin de cette lumière, ne sortez pas de votre voiture parce que vous êtes peut-être encore dans la zone où l'air chaud peut arriver à 300 ou 400 degrés ou 200 degrés, un air qui va vous brûler. Donc fermez les vitres de votre voiture, arrêtez le moteur. Votre voiture sera un bouclier thermique. Elle va vous permettre la vague de chaleur. L'air chaud va se déplacer à 220 mètres secondes. Il peut arriver 40 secondes, 1 minute ou 2 minutes après, mais il va passer relativement vite. Alors évidemment, plus on s'éloigne du point de l'explosion, plus la vitesse de l'air chaud diminue. On part à 220 mètres secondes pour arriver à 0 au bout. Et donc, généralement, si vous êtes à plus de 10 km, vous serez quand même dans quelque chose où votre voiture ne va pas être emportée par le souffle. Et donc, cette voiture va vous protéger des brûlures. C'est ça le point important. Une fois que l'air chaud est passé, là, vous pourrez soit aller dans un immeuble, soit quelque chose, dans un magasin ou quelque part, mais la voiture, pensez qu'elle peut vous protéger. Elle représente un bouclier sur le plan thermique. Donc, il faut rester le temps que ça passe et après, vous agirez. Là, on va revenir, c'est très peu probable, la situation d'une explosion à basse altitude en France. Par contre, ce qui est très probable, c'est ce que j'ai déjà expliqué, c'est que toutes les bases militaires américaines représentent un vrai danger pour tout le nord de la France, la Bretagne, et là, on va disposer de temps, mais malheureusement, comme les gens ne savent pas, ne sont pas informés, eh bien, il y aura beaucoup de personnes qui vont subir du rayonnement gamma, des retombées radioactives. Ça, c'est la situation uniquement avec les bases américaines, auxquelles on peut ajouter les cibles qui se trouvent en France. J'ai déjà expliqué, là c'est Saint-Dizier, là c'est un stock de munitions nucléaires, là c'est une station, encore un autre stock, là ici un troisième, et donc à chaque fois, là ce sont les antennes de Renault,
On a donc la possibilité d'avoir des nuages qui partent dans ce sens-là ou dans l'autre sens, hein, dans ce sens-là ou ailleurs, ça on ne sait pas. On ne sait pas quelle sera la direction du vent le jour où il y aura une destruction des installations militaires en France et en Europe. Donc voilà les régions, mais il y a quand même, vous pouvez le voir, il y a beaucoup de zones blanches sur lesquelles il n'y aura pas de retombées. Elles peuvent être là ou elles peuvent être ici ou là. Hein. Donc, si nous sommes dans ce cas de figure, si vous possédez une cave, préparez-vous à passer 3 jours et 3 nuits sans sortir, ou peut-être 2 semaines. Cela va dépendre du niveau de radiation. Alors, bien sûr, il faut, pour cela, il faut avoir le compteur Gégère. Je vais faire une petite vidéo tout à l'heure que l'on postera après pour donner quelques explications comment utiliser cet appareil. Le cas de figure, vous avez une cave, vous l'avez déjà préparée à l'avance, et il y a un minimum, peut-être une toilette de camping, des biscuits, des choses pour s'alimenter et boire, de quoi passer 3 jours et 3 nuits, le temps que la radioactivité soit divisée par 100. Hein, c'est à peu près le cas quand vous passez 3 jours et 3 nuits, vous aurez, et si la radioactivité est encore trop haute, il faudra rester 2 semaines parce que là, la radioactivité aura été divisée par 1000. Donc, vous n'avez pas de cave, vous avez prévu de passer plusieurs jours dans un parking souterrain ou dans une carrière, parce qu'il y a des carrières où, quand on rentre à l'intérieur, eh bien, alors pensez, si vous êtes à la campagne, que si la voiture ne marche pas, ben on peut aussi se déplacer à bicyclette et on peut faire 10 km ou 20 km parce que vous aurez le temps. Vous aurez le temps de vous mettre à l'abri. Alors, dans ces 2 cas-là, que vous soyez dans votre cave ou dans un abri extérieur, il faut que vous ayez un compteur Gégère pour savoir quel est le débit en millisieverts/heure pour savoir si vous pouvez être dehors ou non. Donc, voilà les conseils que je peux donner. On va faire, là tout à l'heure, on mettra en ligne dans quelques jours une petite vidéo très courte sur le maniement du compteur Gégère. Donc, voilà ce que je pouvais vous prodiguer comme conseil. Des choses qui sont simples, pratiques, et il faut se préparer à cette éventualité. Voilà. Donc, à très bientôt pour une prochaine vidéo.